Afrique Sport édition de ce samedi 16 mars 2013, voici les titres. Coupe d'Afrique des Nations de football junior, le coup d'envoi vient d'être donné du côté d'Alger en présence des plus hautes autorités de ce pays et de la Confédération africaine de football. On va parler des compétitions africaines de la Ligue des champions notamment qui est rendue à l'étape des 16e de finale et déjà les premiers résultats qui sont comptabilisés. On parlera également de tennis mais aussi de cyclisme dans cette édition. On commence tout de suite donc avec l'actualité donc brûlante de la Ligue des champions africains avec les tout premiers résultats des 16e de finale aller. On va dire bon début pour les Amalek d'Égypte qui vient à bout de Vita Club de RDC 1-0. Et puis Tusker du Kenya tombe également à domicile face à Al-Ali d'Égypte notamment. Et puis Orlando Pirates d'Afrique du Sud qui remporte la partie face à Zanaco de la Zambie. Et puis, on va dire, les tout-puissants Mazembe qui gagnent également leur match face à l'équipe du Botswana, Moshudi Center Chiefs. Et puis, belle entrée en matière également de l'équipe qui a gagné son match face à la formation camerounaise de l'Union sportive de Douala. C'est le FUS du Maroc. Victoire 3-0. On va donc aller aborder la compétition par rapport à la participation des sélections du Nigeria, parce que le Nigeria est représenté dans ces compétitions interclubs africaines avec au moins 2 clubs au niveau de la Ligue des Champions, Enugu Rangers, mais aussi le Kano Pillars. Petite évocation avec nos confrères nigériens. Junior national team, the Flying Eagles, are already in Algeria for the defense of the Continental Cup they won 2 years ago. The Flying Eagles are set to make a 7th attempt at the trophy. In the 80s and early 90s, the Flying Eagles dominated Africa and in 1989 became the first and only African team to win the Tassima Cup for keeps. Beyond the African domination, Nigeria at the world level have won a bronze and 2 silver. The challenge before John Obu and his boys is not only to conquer Africa, but to further project Nigeria to the world. 4 Nigerian club styles will be on parade this weekend as the Continental Championships takes a center stage. In the CAF Champions League, Kano Pillars will play host to AC Leopards of Congo. This, their players believe, is a done deal. We have to do all that we can to see that we reach the finals, or if possible, to even win the cup. Rangers International are in Bujumbura against Burundian champions Vita. In the CAF Confederations Cup, Heartland of Owerri will tackle Gabonese club US Bitam, while Lobby Stars will welcome Liga Mukunmana of Mozambique. Voilà, on va vous donner la suite des combinaisons dans cette étape de la compétition de la Ligue africaine des champions. Donc, le Saint-Georges d'Éthiopie sera opposé au Joliba de Bamako du Mali. Le CA de Bizerte de Tunisie affronte le Dynamos du Zimbabwe. On l'a déjà dit, Tusker du Kenya est opposé à Al-Ali, donc défaite des Kenyans sur leur propre terrain. Il y a le Vitalo du Burundi, sera donc opposé à Enugu Rangers du Nigeria. Recreativo Libolo d'Angola affronte El Meriek du Soudan. Et puis nous avons JSM de Beijia d'Alger qui sera opposé à la Chanti Kotoko du Ghana. Le Primero de Agosto d'Angola est face à l'Espérance sportive de Tunis de la Tunisie. Westport San Pedro de la Côte d'Ivoire affronte Al Hilal du Soudan. La FA de Djenakou de la Côte d'Ivoire est opposée à Coton Sport de Garoua du Cameroun. Casa Sport du Sénégal est opposé à Stade Malien du Mali notamment. Et puis l'Asfa Yenenga du Burkina Faso sera opposé à l'Entente Sétif. On le rappelle, les rencontres des 16e de finale aller, c'est bien ce week-end jusqu'à ce dimanche. Et puis les matchs retour au mois d'avril, début du mois d'avril. On évoque à présent la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui a commencé ce samedi même. On espère que d'ici à la fin de l'émission, on pourra vous projeter les images de la cérémonie d'ouverture. Parce que nos équipes sont, on va le dire comme cela, au four et au moulin. À cet effet, on va quand même rappeler que 2 matchs étaient au programme de ce samedi, notamment le match d'ouverture entre l'Algérie et le Bénin, les écureuils du Bénin, les petits écureuils. Et puis, le Ghana sera opposé à l'Égypte. Pour le compte du groupe A, demain dimanche, le groupe B rentre en action avec Nigeria, Mali et RDC Gabon. Le groupe B, je le rappelle, est basé à Oran.
On va donc justement aller voir comment est-ce que la préparation de la RDC s'est opérée. On sait qu'il y a eu beaucoup de soucis à ce niveau-là, au niveau de la délégation qui devait se rendre à Alger. Ils ont connu des difficultés d'obtention de visas, même au niveau de leur préparation. Voici le petit reportage que nous avons reçu cette semaine à cet effet. Véritable test de maturité pour les Léopards Juniors et les Daring Club Motema-Pembe à travers la rencontre amicale de ce mardi au stade de Martyr. Le score final, 0 but partout, illustre largement l'engagement auquel se sont livrés les 22 acteurs sur les terrains. Les juniors congolais, qualifiés en Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, disputaient leur dernière sortie avant d'entamer la compétition le dimanche 17 mars contre le Gabon. Le Daring Club Motema-Pembe, engagé en 16e de finale en Coupe de la Confédération, recevra l'Idi académique du Burundi, un adversaire du reste inconnu pour les Immaculés Quinois. Ce match a sans nul doute permis aux deux entraîneurs de procéder au dernier réglage avant leur entrée en lice. Que les Immaculés se calment, qu'ils viennent nombreux encourager l'équipe. Donc on viendra vraiment pour gagner, pour avoir la qualification déjà de ce dimanche. On est à moitié satisfait par rapport à ces résultats parce j'ai voulu d'abord voir les joueurs qui sont venus de l'extérieur. Ils m'ont donné, il y a quelques lacunes encore là-dedans, mais il y a un qui m'a donné satisfaction, mais pour les autres, là, ça reste encore à étudier. Là. Voilà, on parlait du Daring Club Motema-Pembe engagé en Coupe de la Confédération africaine justement. On va vous donner rapidement la composition des 16e de finale de cette compétition qui se déroule également ce week-end-là sur la plupart des stades des pays concernés sur le continent. Et NPPI d'Égypte est opposé au Gor Mahia du Kenya. Le Gor Mahia qui est une équipe vraiment de tradition. De ce côté, Atlético Petroleos d'Angola affronte Super Sport d'Afrique du Sud. Lobby Stars du Nigeria affronte la Liga Mukulmana du Mozambique. ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire est opposé à Rail Club du Burkina Faso. Le Daring Club Motema-Pembe, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, sera opposé à Lydia Ludic du Burundi. USM d'Alger est face à Panther Dundee du Cameroun. Donc une affaire assez compliquée pour les Camerounais. Le Heartland du Nigeria sera opposé à l'US Bitam du Gabon. Les Diables Noirs du Congo affrontent les Panthers de Guinée équatoriale. Recreativo d'Angola affronte l'US Bougouni du Mali. L'US Bougouni qui est une équipe de 2e division qui avait créé la surprise au stade des préliminaires en éliminant une équipe du Cameroun au nom de Unisport de Bafang. Étoile sportive du Sahel sera opposée aux 11 créateurs du Mali. C'est un nom qui nous amuse beaucoup ici à Afrique Média. Les 11 créateurs du Mali qui seront donc opposés à l'étoile sportive du Sahel. Et entre autres aussi le Wydad Athletic Club de Casablanca affronte l'AS Douane du Togo. Donc une affaire assez compliquée pour les Togolais. On reviendra sur l'ensemble de ces combinaisons. On va aller à présent parler d'autre chose, le cyclisme, pour nous rendre directement en Algérie. Là-bas, il y a ce qu'on appelle le Tour cycliste international, parce qu'il est homologué par l'Union cycliste internationale, mais c'est le Tour d'Algérie. Vous le savez, l'UCI avait dû suspendre certaines nations qui ne s'étaient pas bien illustrées en matière d'organisation à l'image du Cameroun. Mais en Algérie, quand même, les choses se portent plutôt bien, comme nous le démontre ce reportage. Pour les coureurs, c'est le jour J, juste le temps de se mettre en selle et de recevoir les dernières consignes de la stratégie de course. Et c'est déjà le départ de cette 3e édition du Tour d'Algérie où ils étaient 107 coureurs représentant 17 nations à prendre le départ fictif de la SAFEX donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Tahmi. Cette course qui a relié Alger à Bouira sur une distance de 128 km est caractérisée par une concurrence accrue dès les premiers kilomètres où l'Érythrée et l'équipe marocaine ont tenté d'allumer la mèche en mettant le nez à la fenêtre, amorçant quelques attaques à Sidi Moussa et l'Arba'a, toutes avortées par le peloton qui restera groupé jusqu'à la première difficulté du jour au col de Tablat de 2e catégorie où se produira la cassure du peloton en plusieurs sous-groupes, dans le premier groupe emmené par l'Allemand Schumacher qui a fait la mobilette en se reliant avec ses 5 compagnons de fortune, creuser l'écart atteignant les 3 minutes.
Un écart confortable qui permettra à ce groupe de 6 de s'envoler vers la ligne d'arrivée où l'Allemand Schumacher de Christina Ott a fait parler sa classe en posant une mine d'une attaque violente et soudaine pour aller chercher la première victoire d'étape de ce Tour d'Algérie, enfilant du coup le maillot jaune consacré au premier au classement général, suivi du Marocain El Hadi Sofiane et le Turc Saya Mustafa, alors que les Algériens ont pu être dans le top 10 grâce à Hicham Chaban de Sova qui terminera à la 6e place. Encore une fois, les conditions climatiques ont gêné le Tour d'Algérie dont la 4e étape a été réduite de 220 à 135 km autour de la ville de Constantine. La pluie et la neige arrosent les cyclistes dès les premiers virages, où les tentatives d'attaque sont lancées à un rythme effréné en raison de la distance qui est très courte. Les premières offensives sont le fruit d'un travail d'équipe du GSP avec Madani et son coéquipier Yahmi qui se relaient à la tête. Toutefois, le peloton réagit en faisant avorter ses tentatives d'échapper sous l'œil vigilant du leader du Tour, Schumacher Stefan. Le froid et la neige ne semblent avoir aucune incidence sur le rythme effréné de la course. À 20 km du sprint intermédiaire, près de la ville d'El Khroub, le Britannique Gilham Christopher de l'équipe Metaltech s'élance en compagnie de 5 autres cyclistes. Cette échappée permet à Gilham de remporter ce sprint, mais encore une fois, le peloton se reforme sous l'impulsion du maillot orange. Après une courte accalmie du peloton, Madani du GSP s'enfuit en solo pour un court laps de temps puisque le Britannique Gilham le rattrape encore une fois. Ce mano-mano ne dure pas longtemps puisque Gilham se montre plus rapide et file à l'anglaise. À 15 km de l'arrivée, Chaban s'échappe et rejoint Madani qui se relaie ensuite pour rattraper le Britannique mais en vain, puisque Gilham remporte l'étape en dépit du retour rapide de Chaban du GSP qui termine second devant l'Espagnol Sobrino Joaquín. Voilà, de très belles images qui nous arrivent d'Algérie. Donc, on va le dire, le mouvement sportif qui se porte plutôt bien là-bas. On va vous le démontrer d'ailleurs encore d'ici à la fin de cette édition, donc avec le cyclisme à la suite du football également, hein, qu'on vous a montré au cours de notre émission Afrique Foot. On va aller au Bénin rapidement pour évoquer le sport scolaire là-bas, parce que c'est une discipline, on peut le dire, une fédération qui se porte plutôt très très bien, comme va nous le révéler cet élément qui va arriver de l'Office de radio-télévision du Bénin. C'est une belle compilation quand même qui nous a été, on va dire, destinée dans le cadre de cette émission. De sortir le temps d'un week-end des contraintes académiques. C'est désormais une tradition érigée à Equinus Bénin depuis 3 années scolaires. Lorsque les enfants travaillent beaucoup et ils n'ont pas le temps de se récréer, ça ne va pas. La première étape, le défilé des différents groupes, a permis aux élèves de mettre en exergue plusieurs semaines de gammes répétées. Droit dans leurs chaussures, les groupes s'alignent dans le starting block pour le sacre final. Je suis impressionné par l'organisation en place, parce que j'ai vu des jeunes collégiens qui se sont vraiment exprimés sur le terrain. Au relais comme au sprint, la compétition a permis à ces élèves d'Equinus House Bénin d'apprendre à pousser leurs limites toujours plus loin. Ça nous permettra quand même de détecter déjà les grands talents, déjà au niveau des classes basses, de la maternelle au collège déjà. Ça nous permet de préparer la relève. En attendant de franchir la ligne d'arrivée des vacances scolaires, Equinus House délivre des attestations de participation aux élèves qui ont franchi la ligne au stade Charles de Gaulle. Voilà,
on va rester avec les plus jeunes, mais cette fois les tout petits, les plus petits d'ailleurs, dans le cadre d'une compétition qui s'est déroulée sous l'égide de la CEMAC, donc la communauté monétaire d'Afrique centrale, on peut le dire, mais c'est en Djamena que ça s'est déroulé, donc on va le voir, vous allez le voir quand même, une très belle opération de rapprochement des peuples à travers l'implication des plus petits qui veulent s'adonner à la chose sportive. Pour cette édition du 16 mars 2013, la journée CEMAC porte sur l'intégration accélérée pour une CEMAC accélérée. Pour sa mise en pratique, un tournoi de football vient d'être organisé à l'endroit de la jeunesse. Ce tournoi vise des objectifs précis. Comme il s'agit d'inculquer aux jeunes l'esprit de communauté, les jeunes footballeurs engagés dans ce tournoi sont répartis en 6 équipes. Chacune de ces équipes porte le nom d'un pays de la zone CEMAC, répartis en 3 poules. Le tournoi a démarré par la poule A. À l'issue d'un match bien animé, ce sont les footballeurs qui portent le nom de la RCA qui ont battu ceux qui jouent au nom du Cameroun sur un score d'1-0. Le deuxième match de la même poule a mis aux prises les jeunes joueurs de l'équipe du Congo-Brazzaville à ceux du Gabon. Ce sont les jeunes espoirs du Congo-Brazzaville qui ont battu leur adversaire sur le même score, 1-0. La finale de ce tournoi est prévue le 16 mars 2013. Voilà le sport africain qui se porte plutôt bien sur le terrain à travers ces différents éléments que nous avons pu vous diffuser déjà depuis le début de cette émission Afrique Sport sur Afrique Média. Restez-y parce que le meilleur c'est à venir. En revanche, on va dire que pour le cas du Cameroun, ce n'est pas véritablement l'embellie, parce que depuis quelque temps, on le sait, le sport camerounais en général est très très malade. À l'instant, on procède au renouvellement, on va dire, des assemblées générales au niveau des instances des associations sportives et fédérations. Au-delà de quelques personnalités et fédérations même qui ont été suspendues par le ministre des Sports là-bas, il y a que on procède malgré tout quand même à de nouvelles élections. Le cas de la boxe par exemple, qui a vu d'ailleurs son ancien président suspendu, Bertrand Magloire Mendouga, tout autant que celui du cyclisme, M. François Ndjelé, et même celui de l'athlétisme. Pour la boxe quand même, on a dû procéder à une nouvelle élection qui a dû déboucher sur un résultat que nous raconte ici un de nos reporters de la télévision publique camerounaise, Albert Ndiembonde. C'est en langue anglaise. Security is tight, all identification papers scrutinized, no troublemakers admitted into the deliberations room. There's tension in the hall for obvious reasons. The incumbent Bertrand Mendouga was disqualified by a ministerial decision, leaving the other 3 candidates once united for a common cause to defend their individual interests. Jean-Marie Akonoze is a former president of the Federation, Said Katsulum, a former vice president, and Justin Chuem, national coach for the discipline. And then they have time to convince the electorate. The voting begins, and finally the counting. Akonoze Jean-Marie, Saïd Kamsoum, Chuem Justin. And then the results. Justin Chuem gets most of the votes, a big consecration for his more than 2 decades spent as coach. A period during which he's produced some of the finest boxers who've won medals for Cameroon in continental and international competitions. Now he goes to administration, hoping to have more success than when he was close to the ring. Voilà, on retient que le nouveau président de la Fédération camerounaise de boxe a pour nom Justin Chuem. C'est l'ancien directeur technique, entraîneur national. Donc finalement, il hérite du poste qui était occupé par son ancien président Bertrand Magloire Mendouga. Au jour d'aujourd'hui, on espère que
on connaîtra l'embellie au niveau de cette fédération qui ne nous a pas beaucoup fait honneur, on va le dire, à nous les Africains qui étions représentés aux Jeux Olympiques de Londres, parce que les Camerounais là-bas, les boxeurs notamment, ont réalisé, on va le dire, le record en matière de fugue, hein, et même que la préparation des boxeurs camerounais n'avait pas été très très bonne à ce niveau-là. La suite de ces élections-là, on vous donnera les résultats dans notre édition matinale de lundi prochain. On amorce à présent notre actualité un peu à l'international, même si ça concerne toujours le continent africain. Le tennis avec le tournoi d'Indiana Wells, donc le Master 1000 ATP comme cela s'appelle. On en est rendu presque à la fin de la compétition, mais il n'existe plus d'Africains sur ce tableau-là. Le Sud-Africain Kevin Anderson avait été balayé donc par plus fort que lui, tout autant que les Français, même s'il avait connu Monsieur Joe Wilfried Tsonga un très bon début. On va quand même aller voir ce qu'ont pu effectuer quelques grands noms du tennis mondial au cours de cette épreuve de Indian Wells, les Rafael Nadal et autres Federer. Champion en titre Indian Wells, Roger Federer affrontait mercredi son compatriote Stanislas Wawrinka pour une place en quart de finale. Après avoir remporté le premier set 6-3, Federer se met en bonne position en menant 5-4 dans la seconde manche. Inexplicablement, le Suisse perd ses moyens et voit son adversaire revenir pour remporter le set après tie-break. Finalement, Federer s'impose dans le troisième set sur le score de 7-5, non sans difficulté. Tête de série numéro 3, Andy Murray s'est lui aussi qualifié pour les quarts de finale. L'Écossais a pourtant dû batailler face à l'Argentin Carlos Berlocq, qu'il bat sur le score de 7-6, 6-4. En quart de finale, Murray affrontera Juan Martín del Potro. Également sur les cours, Rafael Nadal s'est fait une grosse frayeur face au letton Ernest Gulbis. L'ancien numéro 1 mondial qui dispute son premier tournoi sur terrain dur depuis presque un an perd le premier set sur le score de 6-4. Pourtant, l'Espagnol parvient à élever son niveau de jeu pour rétablir sa supériorité dans les deux autres manches, qu'il remporte 6-4, 7-5. En quart de finale, Nadal retrouvera Roger Federer pour la revanche de la demi-finale de l'édition 2012 du tournoi. C'était Federer qui s'était imposé à l'époque en 2-7. Voilà, on rappelle également que chez les dames, la numéro 1 française Marion Bartoli avait été sortie prématurément de cette compétition. Il faut d'ailleurs rappeler que depuis Yannick Noah en 1983 au tournoi de Roland Garros, plus aucun autre Français, ni même Africain, parce qu'on considère Yannick Noah quand même beaucoup plus comme un Africain, parce qu'il est d'origine camerounaise. Rappelez-vous, avec son père Zachary, dans les bras duquel il était tombé donc au soir de ce 5 juin 1983. Il n'y a plus eu véritablement un autre joueur d'origine africaine, et même française, à la tête, on va le dire, au sommet d'un grand tournoi de Grand Chelem aujourd'hui dans les cours de tennis mondiaux. On va quand même vous permettre de le voir, de le découvrir, quand même le Sud-Africain qui s'appelle Anderson aujourd'hui, qui nous a quand même représenté à cette épreuve-là, malgré qu'il n'a pas pu faire long feu. Il est 37e mondial aujourd'hui. Kevin Anderson, le voici en interview. Il est justement interrogé par un confrère d'une télévision occidentale. Why were you emotional at the end of your match? It was the first time I've made it through to the fourth round of a Grand Slam. I've come close a few times before, and I think that was part of it. And the other part was just the actual match itself. It was a very close 5-set match. It was swaying one way to the other, so it was emotional getting through that match and what it meant of getting through to the fourth round for the first time. What does it mean? Oh, it's great. A few people were saying that the last South African was Wayne Ferreira back in the day, and it's always nice, even in the little senses, being compared to him. He had an amazing career, top 10 for so many years, and so it's great. Still going in this tournament, so we'll enjoy this match today, and then we'll start getting ready for my next match starting tomorrow. Verdasco won 84% of his points at the net. Are you missing a killer passing shot out of your game? Is that sort of something? That's quite a high percentage of points, and there was quite a lot of times he came to the net. Okay, I haven't been through those stats just yet, and still pretty fresh. But I think he was coming to the net at pretty good times. It wasn't like he was coming to the net and having to defend. A lot of the time was to finish points, and I think the game has evolved that way a little bit. People are coming in more to finish points. So I think that's more of a testament to sort of the quality of the strokes that he was coming to the net. I think there was maybe a couple of passing shots that I thought I let him off the hook, but I don't think it was anything too bad.
one lucky one. It was, yeah. Have you ever contemplated serve volleying? You'd be a frightening prospect. I have. I think it's really tough to do it, exclusively in today's game. I've worked really hard to try and incorporate it more into my game. There are some matches, I think, where I am doing it more so. I thought today was a little bit tough. Fernando returns very well. I thought, especially having two hands on the backhand, coming in on that, I thought I'd be probably having a lot of low volleys. So I sort of try to set it up more so serving and then trying to hit a good ground stroke off my serve. Now, we don't know who your opponent's going to be. Do you just go back to the hotel now and watch the end of the match, or do you go through it with your coach tomorrow? What's your approach? Well, I think it'll probably be shown on TV a little bit, so maybe watch it, but my coach will also take a look to see what's going on. I have played both the guys a few times, so I think I'll have a pretty good idea of what to expect. Last one, Darren Cale at the Hopman Cup, he was one of our commentators, he was watching you. He rated you a top 10 prospect. Do you rate you a top 10 prospect? Oh, that's obviously nice to hear. I do think that, I work hard enough, and, that is my goal. I think it's not easy. There's only 10 guys who can do that, but I do believe that I'm on a very good path, and I think if I can keep going, I do believe that that's possible. I have to win a lot of matches to get there, but hopefully someday, along the road, I'll be able to achieve that. Time frame? I think that's pretty tough to say. I think that's one of those things where you sort of take it sort of tournament by tournament, focus on doing a lot of little things well, and I think that sort of will result in doing that. It's not my immediate goal right now. I think, this year finishing top 20, top 15 will be my primary goal. So, if I have some good weeks and I, am able to get to that amazing achievement of top 10, I'll definitely be very pleased with it. Voilà, Kevin Anderson, le Sud-Africain éliminé du tournoi ATP d'Indian Wells. Donc, mais il représente quand même souvent assez bien le continent africain. On va aller rapidement ouvrir à nouveau la page consacrée au football pour revenir on va le dire, évoquer les qualifications pour le Mondial 2014 et les rencontres de la semaine prochaine qui vont véritablement intéresser la plupart des sélections du continent qui sont encore engagées dans cette épreuve-là. Et alors, il y a le match très attendu entre le Sénégal et l'Angola parce que ce match ne se disputera pas du côté de Dakar. Vous le savez, le stade Léopold Sédar Senghor a été suspendu par la CAF depuis les événements tristes du match Côte d'Ivoire-Sénégal, ou alors Sénégal-Côte d'Ivoire, qui avait débouché sur des incidents graves. Alors, ils ont choisi de délocaliser la rencontre du côté de Conakry en Guinée. Et beaucoup de moyens ont dû être déployés pour l'organisation de cette opération. Voici ce que nous en dit à cet effet un haut dirigeant de la Fédération sénégalaise de football. Il faut le rappeler, cette mission est une mission purement diplomatique. C'est ainsi qu'on a rencontré le président de la République de Guinée, son Excellence le professeur Alpha Condé, qui nous a donné toutes les garanties nécessaires du point de vue sécuritaire. La Guinée a mobilisé 1500 policiers et gendarmes. Nous sommes allés au stade du 28 septembre et nous avons trouvé un stade en plein chantier et tout sera terminé le samedi, c'est-à-dire demain. Aujourd'hui, le budget avoisine les 200 millions parce que ce qui fait que ce coût est exorbitant, c'est que le Sénégal reçoit à l'extérieur. Sur la fiche qui s'est chiffrée à 167 millions, aujourd'hui, la prise en charge de l'équipe angolaise nous revient vers 200 millions à peu près. Et nous remercions le Premier ministre qui a instruit son gouvernement à prendre toutes les mesures pour boucler le budget à temps. Surtout à temps, parce qu'on ne voudrait pas travailler sous la pression. Nous voudrions boucler tout une semaine avant le match. Voilà, vous l'avez bien entendu, 200 millions de francs CFA pour l'organisation d'un seul match. Avouons quand même que c'est un peu trop, parce que s'il ne s'agit que, on va le dire, d'assurer le déplacement des équipes, ou alors de l'équipe, hein, la vingtaine de joueurs et quelques dirigeants. Alors, en tous les cas, on n'est pas surpris parce qu'on sait que la plupart des sélectionneurs, des dirigeants africains profitent souvent de ces occasions-là pour, on va le dire, faire un peu dans le gaspillage d'argent quand même, qui est décaissé du trésor public sénégalais.
en tous les cas, si ça peut leur porter chance, tant mieux. On va d'ailleurs rester avec le Sénégal pour dire qu'ils ont un nouveau sélectionneur depuis la fin de la CAN 2013. Ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une information. Mais sachez quand même qu'Alain Giresse, le Français qui a hérité des rênes de cette sélection, est aujourd'hui un peu, on va le dire, en exhibition. Il a été sollicité pour la présentation d'un film en l'honneur du Lion. Vous allez comprendre pourquoi dans cet élément qui nous est projeté tout de suite. Alain Giresse, au Centre culturel français, le sélectionneur de l'équipe nationale, est venu en spectateur pour suivre le film intitulé Comme un lion. L'histoire d'un jeune Sénégalais de 15 ans qui rêve de jouer dans les grands clubs européens. Liverpool. Ça, c'est la coupe. Meilleur joueur. Métier repéré par un agent recruteur, sa famille se cotise et s'endette pour lui trouver le visa. Mais une fois à Paris, son rêve s'envole. Oh! Mais réveille-toi là. Réveille-toi, je te dis. Allez. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'es rentré? Je suis là pour faire des essais. Des essais? Il n'y a pas d'essais ici. Finalement, son rêve de devenir footballeur le rattrapera au coin d'une rencontre. Le cas de Métiri est une problématique que la FIFA entend régler. Des dispositions ont été prises, notamment par les instances de tutelle, à savoir la FIFA, qui interdit tout mouvement de joueurs avant 18 ans. Avant 18 ans. Et évidemment, à partir de 18 ans, il faut que ça soit contrôlé. Pour Alain Giresse, même s'il est difficile d'éradiquer ce fléau, les centres de formation professionnelle constituent une solution alternative. Voilà, on va leur souhaiter bonne chance pour le match contre l'Angola du côté de la Guinée-Conakry. On le rappelle, c'est un fait assez inédit. Et là, dans le film qui a été diffusé, les extraits, nous on a pu reconnaître un ami personnel qui vit à Paris, monsieur Emmanuel Penda, donc qui joue le rôle d'agent de joueur dans cette opération. On rappelle que monsieur Penda est également, on va le dire, partie prenante de Culture Foot Solidaire, qui est une association dirigée par le nommé Jean-Claude Mvoumin, donc, qui est un ancien international camerounais également. Ils sont à Paris pour défendre, on va le dire, les intérêts des jeunes footballeurs africains. Un autre grand match au-delà de Sénégal-Angola qui est attendu, c'est bien Cameroun-Togo. Et l'équipe du Togo, on en parle parce que le sélectionneur français, un autre toujours les Français, Didier Six, aujourd'hui, il n'est pas sûr, il est embarrassé. Est-ce qu'il doit appeler Adebayor et Agasakossi, qui lui avaient formulé de virulentes critiques au lendemain de la CAN 2013. En tout cas, il a sérieusement choisi de ne pas les convoquer. Et là, mal lui en a pris parce que les gens de la Fédération togolaise de football lui ont bien rappelé qu'ils ne peuvent pas se passer de ces deux-là. Ils ont décidé de réincorporer les deux noms dans la liste, à dire que finalement, le sélectionneur Didier Six du Togo n'a pas les mains libres. Ça pourrait bien faire les affaires du Cameroun. Le Cameroun qui rentre en cage, on va le dire, ce lundi même 18 mars, dans un centre situé tout près de la ville de Yaoundé. Nous y reviendrons. La liste des 24 Français qui doivent affronter la Géorgie et l'Espagne, on est toujours dans les qualifications de la Coupe du Monde de 2014, a été rendue publique, la liste, par le sélectionneur Didier Deschamps. Beaucoup de surprises parce qu'il fait confiance aux jeunes. Je m'en vais d'ailleurs tout de suite vous donner la composition intégrale de cette liste-là. Les trois gardiens, les mêmes pratiquement, Loris, Landreau, Mandanda. Alors, les défenseurs... Christophe Jallet, alors c'est une nouveauté, il remplace Adil Rami qui n'est plus appelé, il y a Debouchi, Koscielny, Mamadou Sakho du PSG, Patrice Evra, Gaël Clichy, et puis la surprise c'est Raphaël Varane et puis Mapou Yangampiwa qui remplace Bakary Sagna, poste pour poste. Les milieux de terrain, il y a Dimitri Payet du Lille Olympique Sporting Club, Yohan Cabaye, Blaise Matuidi, Gonalon, Sissoko, Valbuena et puis Paul Pogba. C'est un tout jeune qui évolue dans les rangs de Juventus. On dit que c'est l'avenir du football là-bas en France. Il est d'origine africaine, le Paul Pogba. On va vous le montrer au cours de notre édition d'Afrique Foot mardi prochain. Voilà, maintenant les attaquants, Jérémy Ménez, qui n'est pas titulaire au PSG, il est quand même appelé. Il y a Baféti Bigomis,
de Lyon, Franck Ribéry, Olivier Giroud, mais surtout Loïc Rémy du Queen Park Rangers qui effectue son grand retour à la place de Alessandrini de l'équipe de Rennes qui n'a pas été appelé. Alors on vous l'a dit, la surprise, hein, ce sont les jeunes effectivement, mais on va s'attarder sur le cas du défenseur central de 19 ans, il n'a que 19 ans. Raphaël Varane aujourd'hui, il évolue avec les plus grands dans les rangs du Real de Madrid. On va d'ailleurs vous permettre de regarder ce petit extrait. C'est en musique et c'est tout de suite aux couleurs du Real. Voilà, Raphaël Varane, c'est la nouvelle coqueluche du football français. On a bien vu qu'il réussit même à marquer des buts. On reste d'ailleurs avec, on va le dire, nos amis de l'Hexagone pour dire que le tirage au sort de la Ligue européenne des champions, des quarts de finale, a révélé quand même d'assez belles oppositions. Avant de revenir dans le détail sur cette étape-là, on va quand même s'attarder dans cette édition qui n'est pas exclusivement consacrée au football, mais quand même, puisque ça nous interpelle fortement, on va s'attarder, disais-je, sur le cas du match PSG-Barça, parce que ça commence à, on va le dire, à faire plaisir à tout le monde a envie d'en arriver là, et là, on va le dire, le PSG et Barça, pratiquement, c'est David contre Goliath, peut-être pas tout à fait. En tout cas, voici ce que ça donne déjà en image par le passé. Voilà, on a envie d'y être déjà, mais on y reviendra. Donc voilà, l'équipe du Bayern de Munich également d'Allemagne est concernée par cette Ligue européenne des champions. Je crois qu'ils devront être opposés d'ailleurs à la Juventus de Turin. Avant que d'y revenir, rappelons quand même qu'ils sont toujours en train de dominer le championnat d'Allemagne de football, la Bundesliga. C'est comme ça que cela s'appelle. Une petite évocation rapide quand même, parce que ça fait partie des plus belles compétitions au monde aujourd'hui avec ces petites actions. Hoffenheim defended valiantly against the league leaders, but to no avail. Mario Gomez punished a mistake from the relegation-threatened side's defense to make it 1-0 at the stroke of halftime. It was only his 6th goal of the season. A much-changed Bayern side played without their usual flair, but still the game's best chances fell their way. Free-kick expert Bastian Schweinsteiger struck the woodwork not once, but twice, and in quick succession. Still, the score remained 1-0. It was workmanlike, but a win nonetheless. Bayern's 20th of an impressive season.
Voilà, retour proprement, on va le dire maintenant, à l'actualité africaine avec les toutes dernières images et reportages qui nous parviennent à l'instant même. On va d'abord nous rendre du côté du Gabon pour rappeler là-bas qu'il y a eu la finale de la coupe du chef suprême des forces armées là-bas. De toutes les façons, on sait de qui il s'agit, bel et bien du président Bongo lui-même, voilà, le fils de son père, qui est à la tête de cet État aujourd'hui depuis bientôt un bon moment. Donc il y a eu tout un tournoi en son honneur à l'occasion de ce qu'ils appellent là-bas les journées de la défense. Voici le reportage qui nous est parvenu il y a quelques minutes seulement. Au cœur des journées de la défense, le président de la République pénètre l'enceinte du stade de Siban. Ici, les forces de défense sont réunies pour la finale de la coupe du chef suprême des forces de défense. Dans les tribunes de ce stade chauffé à bloc, le chef suprême des forces de défense est bien présent. Sur le terrain, le corps des sapeurs-pompiers et l'aviation légère des armées s'affrontent en toute sportivité. La partie est engagée. De part et d'autre, on enregistre des actions d'éclat, mais aussi des séquences, parfois heurtées. Au coup de sifflet final, le score est vierge. 0 but partout. Il a fallu l'épreuve fatidique des tirs au but pour départager les deux protagonistes. À ce jeu, l'aviation légère des armées, plus à droite, remporte la rencontre et s'adjuge le trophée du chef suprême des forces de défense. Pour le numéro 1 de la République, l'enjeu d'une armée opérationnelle et républicaine vaut bien l'engouement de cette manifestation. Belle revanche par rapport à l'année dernière. Score indécis jusqu'à la fin. Beaucoup d'occasions ratées. Mais bon, finalement, c'était peut-être un peu justice, puisque autant la première mi-temps, on a vu le corps des sapeurs-pompiers avoir des belles occasions plus nettes, autant dans la seconde mi-temps, on a vu vraiment Lala avoir des belles occasions ratées. Bon, l'épreuve de pénalty est toujours difficile, mais enfin, il y a eu un vainqueur. On a passé un bon moment, c'est toujours très plaisant. La 12e édition des Journées de la Défense tient bien ses promesses. Le président de la République s'en est certainement bien rendu compte. L'engouement, la mobilisation et surtout la cohésion entre les personnels des forces en charge de la protection du territoire national. Une journée porte ouverte, un bivouac et plusieurs autres manifestations sont prévues pour cette édition. Voilà, et on va dire merci à la presse présidentielle gabonaise pour ce bel élément. On va repartir au Sénégal très rapidement là-bas pour aller voir ce qui s'est passé au niveau de la 10e journée avancée du championnat de football de Ligue 1, parce que ça vient de tomber à l'instant, donc, avec le port autonome de Dakar qui s'envole, qui prend la tête du classement à travers cette victoire. Voici le résumé de cette rencontre. On a eu droit à un festival offensif lors de la rencontre Port-Rekunda. Le premier port s'est baladé devant l'équipe de Mbour, 4-0 score du match. Amadou Bari a ouvert le bal à la 39e minute. Il reprend un ballon relâché par le portier Ibrahima Diakhaté. Au retour des vestiaires, Port emballe le match. En 9 minutes, ses joueurs inscrivent 3 buts. Pape Sassi Diallo marque de la tête le deuxième but. Amadou Bari, sur penalty, signe son doublé de la soirée. Et Mathieu Bandiaki, sur un coup franc indirect, inscrit le 4e et dernier but du port autonome de Dakar. Avec cette victoire, Port est provisoirement à la 2e place du championnat. On est là pour le maintien. Les points sont toujours importants. Chaque dimanche, c'est toujours important de prendre les points. Vous avez vu que le championnat, c'est à 2 points, 1 point, 2 points, 1 point. Donc, il n'y a rien qui se passe. Tu perds un dimanche, les autres passent devant toi. En première heure, la lanterne rouge, l'AS Douane, a partagé les points avec le Dakar Université Club. Un but partout. Famara Mané a ouvert le score pour les étudiants. Une énorme bourde du portier des Gablous. Le ballon passe entre ses jambes. Mamdoui a égalisé pour l'AS Douane. Avec ce nul, le Dakar Université Club rate le podium. L'AS Douane est toujours dernière au classement.
Voilà, retour sur ce plateau pour amorcer vraiment la dernière ligne droite dans cette édition d'Afrique Sport. Ce n'est pas encore tout à fait terminé avec les autres sports. L'actualité toujours qui nous conduit à présent en Guinée-Conakry. De ce côté-là, on prépare activement les Jeux universitaires qui commenceront au début du mois d'avril prochain. Il y a eu un tournoi préparatoire, des compétitions préparatoires dans certaines disciplines bien concernées. Et voici d'ailleurs le résumé de cette opération tout de suite. Le bal de cette compétition préparatoire Cancan 2013 est ouvert par le centre informatique Tout de jaune vêtu opposé à la fac de médecine, stomato-odontologie et pharmacie sous la présidence d'honneur de Dr Dousoula Sine Traoré, recteur de la dite institution. À l'entame, c'est l'équipe de la médecine en bleu qui s'illustre en se créant beaucoup d'occasions, dont la plus franche est ce pénalty raté par Mouriba Beriti à la 20e minute. Cependant, à force d'appuyer sur l'accélérateur, elle sera récompensée à quelques minutes de la pause par l'intermédiaire de Mamadou Oribari, 1-0 à la mi-temps. À la reprise, les informaticiens accentuent le pressing et poussent l'adversaire au recul qui tente de préserver l'acquis. Malheureusement, au cours du dernier quart d'heure, grâce à ce coup de patte de Sissavané Lopez, le score est porté à 1 par 3 au temps réglementaire. C'est à l'épreuve des tirs au but que la fac de médecine décroche son ticket pour le tour suivant après 4 tirs réussis contre 2 du centre informatique. L'occasion est opportune pour le recteur de Gamal. Nous allons faire de notre mieux pour restaurer ces terrains afin que ces compétitions se tiennent correctement. Et notre souhait ardent serait peut-être même d'acquérir le stade annexe du 28 septembre pour mettre à la disposition de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, qui a été la brevière des talents dans le domaine du sport en Guinée. On voudrait revenir à cela et on ne peut pas le faire si on n'a pas des infrastructures conséquentes. A préciser que ce tournoi préparatoire, en plus du football, se joue aussi en basketball, série filles, garçons et en handball pour déboucher sur des sélections qui doivent défendre les couleurs de Gamal au mois d'avril à Cancan. Voilà, ils l'ont bien reconnu et même la restauration des terrains s'impose avec acuité de ce côté de Conakry. Le gouvernement du président Alpha Condé a donc du pain sur la planche à ce niveau. Il avait promis beaucoup de choses du temps où il était opposant. Aujourd'hui, il est aux affaires, il a intérêt. Alpha Condé a démontré qu'il a les moyens de développer ce pays, y compris au niveau de l'implémentation de l'infrastructure sportive. On vous l'a promis et nous sommes en mesure à présent de vous diffuser les images de la cérémonie d'ouverture de ce samedi même du côté d'Alger. On peut y aller avec la grâce de la réalisation. Voilà, donc c'est à Alger cet après-midi même, à l'ouverture de l'édition de la compétition dénommée Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie junior. C'est les moins de 20 ans comme on les appelle. Et on le rappelle déjà, il y a 8 équipes qui sont concernées à travers 2 poules A et B. Et les compétitions ont dû commencer aujourd'hui, mais avant, il y a eu donc cette belle journée au niveau de l'organisation populaire, beaucoup de folklore, beaucoup de coloration également. Tout s'est déroulé selon la pure tradition africaine avec voilà, beaucoup de choses au niveau de la parade et des couleurs. On voit bien, on vous l'a dit tout à l'heure, l'Algérie se portait bien au niveau de son mouvement sportif. La preuve, c'est qu'ils accueillent cette compétition quand même au lendemain, on va le dire aussi, de la réélection du président Ayatou à la tête de la Confédération africaine de football. Donc c'est une organisation sur laquelle on pourra revenir dans le détail. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait vous montrer en exclusivité quand même dans cette émission d'Afrique Média qui est au cœur de l'actualité sportive africaine. On reste d'ailleurs en Algérie pour dire qu'il s'est passé un fait majeur également de ce côté-là, l'élection d'un nouveau président au niveau de ce qu'on appelle le comité national olympique et sportif de ce pays-là. Alors, vous allez le voir, il y a eu beaucoup de fair-play quand même au niveau de la passation de pouvoir. Il n'y a pas eu de clash. Tout s'est passé sans anicroche. D'ailleurs, la preuve, c'est en image dans ce reportage. Mohamed Bouabdallah Mustafa Beraf, deux candidats à la présidence du comité olympique algérien pour le mandat 2013-2016, en présence de 68 membres sur les 81 que compte l'Assemblée générale et avec la participation des représentants des 23 fédérations olympiques.
Après avoir planté le décor et après la présentation des deux plans d'action par les deux candidats, les membres de l'Assemblée générale ont procédé au vote. Un vote où la majorité écrasante a choisi Mustafa Beraf avec 104 voix contre 31 pour le second candidat, Mohamed Bouabdallah. Très honoré et très fier de cette confiance qui a été placée en moi une nouvelle fois. J'espère que nous allons travailler la main dans la main. Nous avons besoin de tous les acteurs du mouvement sportif algérien. C'est ça la démocratie. L'Assemblée générale a choisi donc le président et moi je félicite Mustafa Beraf pour son élection et j'espère qu'il va travailler avec un bon bureau exécutif. C'est tout ce que je lui souhaite. Mustafa Beraf succède ainsi au professeur Rachid Hanifi, bien fier d'avoir mené jusqu'à terme son mandat. La première des satisfactions aujourd'hui, c'est que le mandat puisse se dérouler à son terme légal, malgré toutes les pressions et tentatives d'écourter le mandat, notamment du président. Bien, on est arrivé à un terme légal du mandat. Il faut bien que le mandat se termine. Ça, je pense que c'est la première victoire. C'est la victoire de la légalité. C'est parti donc pour 4 années d'exercice durant lesquelles Mustafa Beraf doit veiller à la fois à la relance du sport, mais surtout à réunir la famille olympique algérienne. Voilà, bel exemple de fair play à la tête du comité olympique algérien. On souhaite que cela fasse tache d'huile au niveau des autres, on va le dire, pays africains, notamment le Cameroun, où on a à la tête du comité olympique là-bas quelqu'un qui est pratiquement inamovible au jour d'aujourd'hui. Donc, vivement que cela soit suivi d'encouragement également l'Algérie au cœur de la CAN des juniors de 2013. Effectivement, on vous l'a dit, après l'ouverture, la cérémonie d'ouverture, il y a le match à l'instant qui se joue entre le Ghana et l'Égypte. On vous l'a dit, qui font partie du groupe A dans cette compétition. Et à l'instant, le score est de 0 but partout. Voilà, salut aux téléspectateurs de Toronto au Canada, Buenos Aires en Argentine qui fêtent le nouveau pape Georges et Mario Bergoglio, mais aussi les téléspectateurs africains de Rome, chrétiens catholiques romains du monde entier. C'était la fin d'Afrique Sport. Restez fidèles au programme qui se poursuit.